tous, aujourd'hui je vais vous faire le top 10 des meilleurs livres de 2020. C'est en fait deux top 5, le top 5 fiction et le top 5 non-fiction. On va commencer par le top 5 fiction. Alors ça a été dur de choisir les 5 fictions et les 5 non-fictions les meilleurs de 2020. C'est pas du tout français la phrase que je viens de faire, mais c'est pas grave. Ça a été très dur de les choisir parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur cette année. J'avais une super longue liste de mentions honorables. Et en fait, quand j'ai vu le nombre de livres dont j'allais vous parler, je me suis dit que la vidéo allait durer non pas 1 heure, mais 10. Donc je me suis dit que c'était une meilleure idée de faire un top 5 pour non-fiction et pour fiction. Comme ça vous fait moins de livres, ça vous fait pas une marée de livres. Bon, après, si vous voulez que je vous parle des autres livres, vous me direz, hein, je ferai une vidéo, les coups de cœur de 2020 si vous voulez. Pourquoi je propose ça? Non mais en vrai, si vous voulez une vidéo les coups de cœur de 2020, je peux vous en faire une. Mais là, on va se concentrer sur les meilleurs livres de 2020. Donc quand je vais vous parler des fictions et des non-fictions, les 4 premiers dont je vais vous parler ne sont pas classés, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près égalitaires. Par contre, le dernier dont je vous parle, c'est la meilleure fiction et la meilleure non-fiction que j'ai lue en 2020. Sachant que le meilleur livre que j'ai lu en 2020, c'est la non-fiction. Voilà. Alors on va commencer par la fiction. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence, qui est traduit par l'amant de Lady Chatterley. Alors il me semble que j'ai lu ce livre pendant le confinement. J'ai lu Lady Chatterley's Lover pendant le confinement en avril et c'était exceptionnel, c'était formidable, c'était juste parfait. Alors on pourrait se dire oui, enfin bon, l'histoire d'une femme qui va tromper son mari et donc on raconte son histoire d'amour, c'est peut-être pas trépidant, mais en fait c'était génial, j'ai tout adoré, à part les remarques sexistes et racistes bien sûr. Alors il y a une remarque raciste et quelques remarques sexistes par-ci par-là, mais en même temps, même si le livre est sexiste d'origine, il n'est pas misogyne, je pense en tout cas d'après ce que j'ai ressenti en le lisant, parce que clairement c'est l'histoire de cette femme qui n'est pas heureuse avec son mari et qui va donc prendre un amant et qui va découvrir la liberté en fait tout simplement. Et c'était juste, oui voilà, c'était formidable, j'ai adoré l'écriture, même si c'est une écriture que j'aurais vraiment pas pensé aimer parce qu'il y a beaucoup de répétitions dedans, j'ai adoré. J'ai adoré la réflexion sur la nature et sur l'ère industrielle, sur l'opposition entre l'argent, le monde de l'homme et le monde naturel, la nature, les animaux, la forêt, tout ça. Ça j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai trouvé que ça se cristallisait autour des deux personnages masculins. J'ai tout adoré, je sais même pas quoi vous dire de plus sur ce livre, simplement c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, en tout cas un des livres qui m'a le plus plu de ma vie. Et je pensais pas dire ça, clairement. Quand je l'ai pris dans la palle, je me souviens, c'était donc pendant le confinement, hein, je me suis dit bon, je vais prendre un livre au hasard dans la palle et je suis tombée sur lui. Et je me suis dit oui, bof. Et en fait, c'était formidable. J'ai d'ailleurs très envie de le relire, hein, mais calmons-nous. Voilà, que vous dire de plus? Qu'est-ce que j'avais écrit dans mon carnet pour vous donner envie de le lire? Oui, j'avais mis que c'était poétique, qu'il y avait un essai explicatif de l'auteur. Par contre, j'avais effectivement mis que c'était sexiste, puisque c'est vrai que la femme découvre la liberté, mais en même temps, c'est un peu centré sur l'énergie masculine, on va dire. Donc bon, voilà. Mais c'est un excellent roman et je vous le recommande à 100%. Ma deuxième fiction préférée de 2020, c'est Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, je ne sais toujours pas, qui m'a été offert par Salomé à Noël, si je ne m'abuse. Et je l'ai aussi lu pendant le confinement, il y a du chocolat dessus, hein, bien sûr. Je l'ai aussi lu pendant le confinement et c'était génial. C'est un de ces rares livres que j'ai eu envie de relire immédiatement après l'avoir fini. C'était top, c'était juste top. Alors c'est un peu surprenant qu'il soit dans mes meilleures lectures de 2020 et qu'il soit dans mes lectures tout court, puisque c'est une romance homosexuelle entre le fils de la présidente des États-Unis et le prince de Galles. Et bon, à première vue, je me suis dit une romance. Moi, une romance. Salomé, es-tu sûre de toi? Mais oui, Salomé avait raison, évidemment. C'était juste génial, j'ai adoré, j'ai tout aimé. Alors j'ai aimé qu'il y ait de la romance, mais que justement ce soit pas qu'une romance, parce qu'il y a aussi tout le côté politique que j'ai adoré, et le fait aussi que l'autrice mette de ses idées dans son roman, c'était génial.
Voilà, et du coup, donc j'attends le deuxième, alors pas le deuxième tome, mais le deuxième roman de l'autrice, puisque c'était son tout premier. Viens chat, tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Allez, tu vas dire bonjour. Mishka vous dit bonjour. Avec très très peu d'enthousiasme, et elle va me défoncer, mais elle vous dit bonjour quand même. Alors, j'ai lu Red, White and Royal Blue le même mois que Lady Chatterley's Lover. C'était le mois romance, hein, avril. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, j'avais mis que c'était sain, c'est une relation saine. Même si au début, au début c'était pas le top. Hein. Et j'ai clairement préféré Henry, je crois que c'est le nom du prince. Hein. Oui, voilà, j'ai clairement préféré le personnage d'Henry à celui d'Alex. Et j'ai très envie de relire ce livre. Et j'ai très envie de lire un autre livre de Casey McQuiston, de Casey. Donc j'ai vraiment hâte que son livre sorte. Vraiment hâte. J'ai trop envie de le relire. Seigneur. Oui, alors dans les trucs positifs que j'ai notés sur ce livre, il y avait aussi le groupe, et dans les trucs négatifs, c'est le seul élément négatif que j'ai noté, et pourtant, c'est un coup de cœur quand même, c'est le fait que les scènes sexuelles soient, mais un peu gênées au début. Mais au début seulement. Après c'est... Mais c'était... Génial, c'était formidable. C'était top. Alors ensuite, il me semble que... Non, j'avais déjà découvert Scribd, d'autant pour moi. Ensuite, la troisième fiction que j'ai adorée, qui fait partie de mes livres préférés de 2020 et de mes livres préférés tout court, je pense honnêtement, c'est The House Next Door d'Anne Rivers Siddons. D'ailleurs, je vous ai pas donné le titre de Red, White and Royal Blue en français parce que ce titre, c'est My Dear Fucking Prince. Ok. Voilà, j'aime pas trop ce titre, mais pourquoi pas. Donc, The House Next Door, qui est traduit par La Maison d'à côté, qui est un livre d'horreur qui va se concentrer sur Hey, la maison d'à côté. Donc, on a la narratrice qui est donc la voisine de la maison, c'est un peu bizarre de dire ça, mais bref. Et donc elle vit à côté, enfin sa maison n'est pas mitoyenne, hein, c'est une maison, comment dire, une belle maison, et à côté il y a un terrain sur lequel donc va être construite une maison. Et j'ai adoré ce livre, il m'a fait penser à The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, qui est là pas loin, tout près. Donc la maison hantée de Shirley Jackson. J'ai trouvé qu'il était par contre beaucoup plus... pas beaucoup plus angoissant, il est plus violent et plus cru, parce qu'il y a une scène gore ou gore, non, il y a une scène vraiment... C'était non. Mais ça s'est alors adouci après, oui, parce qu'il y a une seule scène sanglante, vraiment violente, physiquement on va dire. Le reste c'est très très psychologique, et j'ai adoré que ce livre soit hyper psychologique, hyper angoissant. Par contre, quand j'ai fini ce livre, j'étais déprimée, mais vraiment déprimée. Donc voilà, je vous le dis, attention, ce livre est formidable mais déprimant. Je vais regarder quand je l'ai lu et ce que j'en ai dit. Alors, The House Next Door, je l'ai lu en mai, donc toujours pendant le confinement. C'était le mois où j'ai le moins lu, hein, du coup. Et alors oui, donc j'ai mis que j'avais tout adoré, hein. L'écriture est top, les personnages, j'ai adoré les personnages. J'avais l'impression d'être avec eux dans la maison. J'ai adoré l'atmosphère qui est à la fois angoissante. Alors comme je l'ai dit dans mes chroniques, l'atmosphère est d'abord très cosy, on apprend à vivre dans ce groupe en fait, parce que clairement on est dans un groupe de voisins et enfin, voilà, ils sont heureux ensemble, tout ça, dans cette rue, ils sont tous amis. Et donc on apprend à vivre avec eux, on est bien avec eux, et d'un coup, bah, l'atmosphère angoissante arrive, et ça devient terrible. Oui, j'ai aussi noté, ce qui est très très rare pour moi, que j'ai été agrippée dès le premier chapitre. Vraiment, ce premier chapitre était top. Je pense que c'est un de mes premiers chapitres préférés. J'ai noté en énorme la fin, parce que je me souviens que la fin était terrible. Clairement, je peux rien vous dire, évidemment. Mais cette fin. J'ai mis aussi que c'était éventuellement proche du fantastique. Pour moi c'est de la fantasy, parce que pour moi c'est... Mais c'est proche du fantastique parce qu'on va se demander quand même, on va douter en fait de la narratrice. En tout cas moi j'ai douté de la narratrice. Et j'ai adoré le couple Walter Colquitt. J'ai trouvé qu'ils étaient très beaux ensemble. J'ai trouvé que c'était assez rare en fait de voir un couple comme ça en littérature. Souvent voilà, naissance de l'amour, mais pas un couple établi de cette façon-là. Et donc voilà, c'était un coup de cœur astronomique. C'était génial. Juste génial. Alors, ensuite, j'ai lu... Alors, je pense que c'est le même mois. Oui, c'est aussi en mai, du coup. C'était ça, c'était mai. Oui. C'est aussi en mai. J'ai lu Essential Bukowski Poetry. Alors, je l'ai mis dans le top fiction parce que je ne voyais pas trop où le mettre. Alors, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo spéciale poésie parce que j'ai lu pas mal de poésie
cette année, enfin pas mal. 8 recueils de poèmes et donc je pourrais vous faire une vidéo exprès si vous voulez. Mais je suis contente parce que du coup j'ai renoué avec la poésie et j'en relis régulièrement maintenant. Enfin, relis régulièrement. J'ai déjà recommencé un nouveau recueil, donc voilà, je suis contente. Donc je pourrais vous en parler, mais bref, parlons de Bukowski. C'était la toute première fois que je lisais cet auteur et c'était formidable. C'était un coup de cœur phénoménal. C'est à l'image du coup de cœur que j'ai eu pour D.H. Lawrence avec Lady Shatoveslava. J'ai tout de suite accroché à son écriture. J'ai trouvé ça terriblement beau, terriblement triste. C'est typiquement le genre de poésie que j'adore. Alors, il y a des poèmes un peu moins bons, entre guillemets. C'est pas qu'ils sont moins bons, c'est que moi, ils me touchent moins. Mais il y a des poèmes... il y a des poèmes qui font partie de mes poèmes préférés de tous les temps. Donc voilà. Je dis vive Bukowski. Et depuis, j'ai lu un autre recueil de lui, donc en 2020, qui n'est pas dans mon top parce que c'était... là, c'était vraiment... donc c'était les poèmes que l'éditeur considérait comme les meilleurs. Et c'est pas que je suis d'accord avec lui, mais vraiment il y a des poèmes qui sont merveilleux. Et j'ai lu donc un autre recueil de lui, et j'ai un avis un peu plus mitigé parce qu'effectivement il y a des poèmes qui sont un peu moins mon délire, on va dire. Donc voilà, Bukowski, merveilleux, j'adore ses thèmes, j'adore son écriture, j'adore absolument tout en fait. Donc, ça aurait pu être mon top 1 en fait, fiction, mais j'ai l'impression qu'il est un peu à part vu que c'est pas vraiment de la fiction pour moi. Oui, j'essaie de me justifier. Voilà. C'est le top 1. Ex aequo avec le vrai top 1. Jurassic Park et The Last Word de Michael Crichton qui sont phénoménaux. Alors je vous ai déjà parlé de ces livres dans le bilan lecture de novembre. Je suis désolée, ça va faire redite, mais ces livres étaient juste... formidable. J'ai juste adoré. C'est tellement mais tellement rare qu'un livre m'agrippe autant. J'étais à la fois dans l'action, j'étais dans les réflexions, j'étais partout, j'étais dans le livre avec les personnages, j'étais dans le groupe, je voyais les dinosaures, j'en apprenais plus sur eux. D'ailleurs j'ai adoré le fait, je l'ai pas dit dans ma chronique pour le bilan novembre, mais j'ai adoré le fait que les dinosaures ne soient pas juste des gros animaux débiles. Ça c'était top. J'ai aimé qu'ils soient intelligents, qu'ils sachent, qu'ils comprennent rapidement ce qui se passe, qu'ils s'adaptent. J'ai tout adoré en fait. Et j'ai particulièrement adoré le personnage de Ian Malcolm qui fait toutes ces réflexions scientifiques, tout ça. Enfin, c'était la série de l'année et le livre de l'année niveau fiction. Oui, je les ai comptés tous les deux parce que je vais me prendre une édition avec les deux livres. Donc certes ce sont deux livres différents, mais c'est une même série, donc on va dire que ça compte pour un. Et je triche, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était mon top fiction. On passe au top non-fiction. Alors je vais regarder combien de temps il me reste. Il me reste 10 minutes. Je n'aurai jamais le temps de vous faire le top non-fiction en 10 minutes, mais on va quand même tenter. Mishka en a eu marre et est parti se ranger dans sa caisse. Alors pareil, comme pour la fiction, donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les 4 premiers dont je vais vous parler ne sont pas classés, mais le dernier c'est le meilleur livre de 2020. Et là vraiment, le meilleur livre de 2020. Pas seulement la meilleure non-fiction, le meilleur livre de 2020. C'est parti. Alors je ne vais donc pas vous parler de ce livre en premier parce que c'est le premier qui arrive chronologiquement, donc on va passer aux autres d'abord. J'ai lu Tiny Beautiful Things de Cheryl Strayed, qui est un... Alors, ce sont des lettres que ses lecteurs lui envoyaient puisqu'elle était... alors, je sais pas si on peut dire chroniqueuse, mais oui, logiquement, elle était journaliste en gros dans un journal. Bon, journaliste dans un journal. On va dire que c'est le soir, mais bon, il est à peine 18h, donc je sais pas si on peut vraiment... si je peux vraiment être excusée là. Donc elle était journaliste et elle avait une colonne dans le journal, c'était le courrier des lecteurs, donc les lecteurs lui posaient des questions et elle répondait. Et en fait les lecteurs lui posaient des questions parfois très très personnelles et très très tristes. Parce que je me souviens d'ailleurs avec beaucoup de vivacité d'un père qui parlait du fait qu'il avait perdu son fils et qu'il avait l'impression d'être mort à l'intérieur. Et donc à la fois en lisant ce livre j'ai admiré Cheryl Strayed pour avoir répondu en fait et pour avoir été capable de répondre et pour avoir trouvé les mots en quelque sorte. Je ne sais pas si ça a aidé cette personne qui a envoyé la lettre, mais et moi j'ai trouvé que c'était une réponse juste et bien quoi. En même temps que vous voulez vous répondre, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je me souviens aussi très intensément, on va dire, de la toute première lettre qu'elle reçoit parce que quand j'ai commencé ce livre, je me souviens c'était sur Scribd et je me suis dit oui bon pourquoi pas, je sais qu'elle a écrit Wild, il est pas dedans, je vais lire celui-là avant de lire Wild.
Et alors oui, je l'ai commencé et c'était en fait une femme qui disait qu'elle avait perdu sa maman. Et voilà, voilà. C'était très 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 émouvant puisque j'avais perdu ma grand-mère un an et quelques mois avant. Donc j'ai un peu eu l'impression d'entendre ma mère parler à travers cette dame, donc c'était terrible. Donc dès la première lettre et dès la première réponse, je pleurais comme une madeleine. Mais ce livre est vraiment très très beau, il est humain, enfin que vous dire, il est juste... Voilà. Encore une fois, j'ai pas les mots. Je vais tenter de vous dire en quel mois je l'ai lu. Je pense que c'était... Donc après la découverte de script, ça devait être pendant le confinement aussi, parce que j'ai fait mes meilleures lectures en fait pendant le confinement, même si j'ai très peu lu pendant le confinement. C'était peut-être là. Non. Ah non, c'était en juillet du coup. Oui, c'était en juillet, donc c'était plus le confinement. C'était en juillet et oui voilà, j'ai mis que c'était puissant, que c'était touchant et que c'était vrai et exceptionnel. Et effectivement, c'est le cas. Enfin, je ne sais pas trop comment vous en dire plus. Hein. Si vous n'êtes pas attiré par les lettres, du coup, ça risque de moins vous toucher. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper touchant et voilà, c'était beau. Il y a aussi différents sujets traités, parce que là, je vous ai parlé 2 fois de lettres de personnes qui ont perdu des proches. Mais il y a aussi des lettres plus... J'ai envie de dire moins difficiles, mais en fait pas vraiment. Il y a par exemple une femme qui se dit... Enfin, qui aimerait être écrivain, mais qui n'arrive pas à avancer, je crois. Et qui ressent de la jalousie ou de l'envie, je ne sais plus quoi. Il y a aussi une jeune femme qui se demande si elle est encore amoureuse de son compagnon. Il y a une femme qui se demande si elle veut les enfants ou pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets différents. Il y a aussi des sujets un peu plus légers, mais souvent ce sont quand même des sujets assez lourds, donc voilà. Vous êtes prévenus. Alors je vous ai pas donné, je vous ai pas donné le sous-titre de Tiny Beautiful Things, c'était Advice on Love and Life from Someone Who's Been There. Donc Cheryl Strait donne aussi son... Enfin, parle aussi de son expérience personnelle, c'est à la fois mémoire et essai. Enfin essai, oui en quelque sorte. Ensuite, on a Floriographie, An Illustrated Guide to the Victorian Language of Flowers de Jessica Roux. Ce livre était juste trop beau. Vraiment trop beau. Alors là, vous voyez la couverture, qui est déjà hyper belle. Mais l'intérieur... Alors c'est un livre qui se lit super vite. C'est un livre assez difficile à trouver, puisque j'ai toujours pas trouvé d'exemplaire papier. Et c'est un livre... Comment dire ? On peut se dire que c'est très très spécifique comme sujet quand même. Mais c'est juste super beau. Le langage des fleurs, comment communiquer avec des fleurs. Je trouve ça tellement mais tellement beau. Et j'ai aimé le fait que ce soit un guide victorien parce que les gens qui vivaient à l'époque victorienne n'exprimaient pas leurs sentiments et donc les exprimaient en fait à travers des fleurs. Et j'ai trouvé ça juste très beau. Voilà. Donc tout est beau dans ce livre. Hein. Ce qui est dit, les illustrations, le livre extérieurement. J'ai aimé aussi qu'il y ait... Alors il y a la signification des fleurs une par une, mais il y a aussi des bouquets à la fin. Donc par exemple, je sais pas, quand vous voulez déclarer votre amour à quelqu'un, on vous donne un exemple de bouquet que vous pouvez faire. Et c'était très très inspirant. Et j'ai écrit une nouvelle qui est en rapport avec ce livre d'ailleurs. Et voilà, c'était formidable, que vous dire de plus. Allez le lire, vraiment. Je l'ai lu très très rapidement en plus. Mais il est vraiment vraiment très très beau. C'était un service Pressnet Galley, du coup je n'ai pas pu apprécier, pas à leur juste valeur, mais apprécier à 100% les illustrations puisque je les ai vues qu'en numérique. Ce qui est bien dommage. Mais c'est pour ça que je veux absolument un exemplaire papier parce que ce livre est trop beau. Ensuite on a Woman in Power que j'ai lu en août. Alors Woman in Power de Mary Baird qui est traduit par le discours des femmes je crois, ou les femmes et... Non, je crois que c'est le discours des femmes. Alors c'est un livre sur les femmes et le pouvoir, je pense que vous avez deviné. En gros on va parler de, pas vraiment l'histoire des femmes et du pouvoir, mais en fait Mary Baird est une experte en histoire antique. Et donc elle va s'appuyer sur l'histoire antique, donc la place des femmes dans l'Antiquité, mais aussi et surtout la symbolique des femmes de l'Antiquité qu'on utilise encore maintenant dans nos discours politiques ou pour... comment dire, pas pour... Enfin j'allais dire pour humilier, mais oui un peu quand même. Pour...
pour rabaisser les femmes, et les femmes qui aussi se servent de ces images pour donner plus de valeur à leurs mots, ou pour empower, comment on peut dire empower, inspirer d'autres femmes, on va dire. Alors, j'ai noté dans mon carnet de lecture, Mary Beard explique la place actuelle de la parole de la femme dans la société grâce à la mythologie et à l'histoire antique. Et c'était juste passionnant, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça aussi très très énervant du coup, parce que la place de la femme dans l'Antiquité, c'était quand même pas le top du top. Mais encore aujourd'hui, la femme est considérée comme ayant moins de pouvoir et ayant clairement pas sa place en fait au pouvoir. Ce qui est triste. Et voilà, donc dans sa... Alors à la fin de son petit livre, parce que c'est vraiment un tout petit livre, hein, c'est genre un manifeste qui fait quelques pages seulement. Et à la fin, elle explique qu'elle pourrait écrire un livre entier sur ce sujet. Et j'espère qu'elle va sortir ce livre parce que... Mais je veux le lire. Je veux lire un livre complet sur ce sujet par Mary Beard. Alors j'ai commencé un autre livre de Mary Beard. Oh, SPQR, A History of Ancient Rome. SPQR, Histoire de la Rome antique, je crois, en français. Que j'ai toujours pas terminé, hein, je me suis arrêtée là. Et il faut que je reprenne, mais ce livre est assez sec. Alors, comparé à SPQR, Woman and Power n'est pas du tout sec. Donc je vous le recommande fortement. La dernière non-fiction avant la meilleure non-fiction de l'année et le meilleur livre de l'année, c'est Invisible Woman, Exposing Data Bias in a World Design for Men de Caroline Criado Pérez, qui a été traduit par Femme Invisible. Comment le monde... Je ne sais plus le sous-titre, mais il a un sous-titre. Je vous en ai parlé dans le bilan de novembre, donc je vais être assez rapide. Ce livre est exceptionnel, lisez-le. Non, je ne vais pas vous dire ça. J'ai adoré ce livre et en même temps il est très frustrant et très triste, puisqu'il nous montre en gros en quoi le monde a été créé, fabriqué, façonné pour les hommes, et en quoi il n'est pas fait pour les femmes, et en quoi aussi il met parfois les femmes en danger, puisqu'on va parler de différents sujets, par exemple la médecine, oui, les voitures, on va parler aussi de chasse-neige, il me semble, hein, oui. Le mythe de la méritocratie, donc la place de la femme au travail, tout ça. Les vêtements, je vous l'ai dit ou pas? J'ai déjà oublié. Oh. Les vêtements, les droits humains, les droits des femmes qui ne sont pas considérés comme des droits humains, mais comme le droit de la femme spécifique, alors qu'en fait, la femme représente... La femme représente 50% de l'humanité, si on considère les genres hommes et femmes seulement, bien sûr. Mais donc voilà, ce livre était exceptionnel. Je vous le recommande, je ne peux pas vous le recommander assez, ce livre est formidable. Par contre, il est très frustrant et très déprimant parfois, hein, donc je vous le dis. Et attention, on parle aussi de meurtre, de violences sexuelles, et voilà. Mais aussi, surtout, c'est très clair, c'est très bien expliqué. Il y a beaucoup de données, de sources, hein. Je vous avais montré que il y avait une grande partie de la fin du livre qui était consacrée aux sources. Attendez, c'est un petit peu long. Voilà, tout ça, ce sont les sources de l'autrice, donc voilà, c'est quand même très bien documenté et ce livre est formidable. Allez le lire. Et alors là, roulement de tambour pour le meilleur livre de 2020, qui est donc une non-fiction, c'est It's Not Okay to Feel Blue and Other Lies, Inspirational People Open Up About Their Mental Health, édité par Scarlett Curtis. Ce livre, c'est clair, c'est en fait mon... Enfin c'est simple en fait, c'est mon livre de chevet. Il est sur ma table de chevet et si je me sens pas bien, bien je l'ouvre. Alors parfois au hasard et parfois à des articles précis on va dire. Et ça me remonte le moral, c'est toujours efficace. Ce livre est une grande aide, ce livre est merveilleux. Ce livre parle donc de santé mentale. Alors il est écrit sous forme d'article, je vais tenter de vous montrer le premier. Par exemple le premier c'est un poème, une chanson de Sam Smith, qui est donc voilà comme ça. Et donc après vous avez un autre article, donc ça se présente comme ça. Il est divisé en 5 parties je crois. Donc 5 parties plus une partie last words. Alors la première partie c'est It's okay not to be okay, donc c'est normal si on va pas toujours bien. It's okay to shout, donc c'est normal de crier. It's okay to be vulnerable, donc c'est normal d'être vulnérable. It's okay to ask for help, c'est normal de demander de l'aide. Et it will be okay, donc ça va aller. Et donc last words, donc les derniers mots du recueil. Ce livre est formidable, j'aurais aimé le lire avant parce que je trouve qu'il est alors à la fois hyper utile mais en même temps c'est pas fait pour ça, hein. Le livre n'est pas fait pour être utile en mode on va vous expliquer comment aller mieux, hein. C'est juste un livre qui permet de comprendre que
Que vous soyez quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale ou que vous connaissiez quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, vous n'êtes pas seul puisque beaucoup d'autres personnes ont ces mêmes problèmes ou des problèmes, alors peut-être pas les mêmes, mais au moins vous comprennent, on va dire. En fait, on se sent moins seul tout simplement en lisant ce livre. Il y a plusieurs articles, j'ai pas envie d'appeler ça des articles parce que ce ne sont pas vraiment, mais il y a plusieurs entrées, on va dire, et qui sont terriblement tristes. Par exemple, il y a un homme qui a écrit une lettre à son frère décédé qui était schizophrène. C'est d'une tristesse. Une autre qui a écrit une lettre à la dépression de son mari. Le mari qui est mort de sa dépression. C'est d'une tristesse. Et on comprend mieux en fait certaines maladies mentales. On comprend mieux aussi que en fait la maladie mentale est différente pour chacun. Et le but de ce livre, qui a été publié, je crois, en Angleterre, hein, il me semble. À l'origine c'est anglais. Puisque à la fin il y a une section Shout. Oui, donc Shout c'est un numéro de téléphone, alors je sais pas si c'est gratuit. Oui, c'est un numéro de téléphone gratuit qui permet d'aider les gens qui en ont besoin, tout simplement. Et donc bon, clairement je ne vis pas aux États-Unis, je ne vis pas en Angleterre donc je ne peux pas l'utiliser, mais le but de ce livre c'était aussi de promouvoir cette plateforme qui aide les gens quand ils ont des problèmes, on va dire. Et quand ils ont besoin de parler, tout simplement aussi. Oui, je crois que je vous l'ai dit, c'est très diversifié quand même, parce qu'on ne parle pas que d'anxiété ou de dépression, on parle aussi de schizophrénie et d'autres maladies mentales. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de maladie mentale, d'autres qui l'ont, d'autres qui en ont eu après coup. Enfin voilà, c'est vraiment assez large comme éventail. C'est aussi des personnes il y a des personnes assez célèbres, je vais dire oui, hein, parce que... Il y a des gens que je connaissais pas du tout, mais il y a des gens que je connaissais aussi. Par exemple... Emilia Clarke qui joue Daenerys dans Game of Thrones, Emma Thompson, Gemma Stiles, Jamie Windust, Matt Haig. Il y a une petite entrée par Naomi Campbell aussi. Enfin voilà, ce livre est top, tout simplement. J'ai aimé aussi que ce soit diversifié au sens ces personnes ne sont pas toutes blanches, elles n'ont pas toutes le même problème mental, on va dire. Il y a des personnes homosexuelles, des personnes hétérosexuelles, il y a des hommes, des femmes, des trans, enfin voilà, j'ai aimé que ce soit diversifié aussi à ce niveau-là. J'ai trouvé que ce livre donnait de l'espoir, qu'il apportait à la fois de la compréhension parce que on comprend mieux certaines choses comme je vous l'ai dit, mais aussi de la compréhension de soi parfois aussi, et on apprend donc beaucoup, et voilà, le meilleur livre de 2020, clairement 100% le meilleur livre de 2020. Adoré ce livre. Je vous le recommande donc très fortement. Et donc voilà, c'est tout pour mon top 10 de 2020. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top 10 ou votre top 5 fiction, votre top 5 non-fiction ou votre top comme vous voulez. J'aurais pu faire un top 50 mais on va pas faire ça. On ne va pas faire ça. J'espère que vous avez quand même eu une bonne année de lecture. Quand même. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.